Nouveau journal sur Eden TV, bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, les sanctions gouvernementales après le drame de Toribo-Sito, le gouvernement a commencé par faire tomber des têtes. Plusieurs fonctionnaires ont été relevés de leurs fonctions. Les présumés auteurs du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso vont commencer par comparaître au plus tard en janvier prochain, annonce du procureur militaire. Et le Gabon réchauffe ses relations avec la Côte d'Ivoire après les événements post-électoraux gabonais marqués par des révélations au sujet du rôle joué par un conseil du chef de l'État ivoirien dans la démission de certains membres de la CENAP. Le ministre de l'Intérieur gabonais s'est donc entretenu ce mercredi avec le président ivoirien pour, dit-il, renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Célébration d'une journée internationale ce jour, celle de la démocratie. Le thème de cette année, démocratie, et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour ce qui concerne le Bénin, son système politique actuel procède du renouveau démocratique institué grâce à la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Actualité nationale, un commissaire de police, un chef de brigade de la gendarmerie et un chef dépôt douane, tous relevés de leurs fonctions. Je vous l'annonçais, le gouvernement béninois passe à la punition des personnes dont les responsabilités ont été établies d'une manière ou d'une autre dans la survenance du drame de Toribo-Sito, souvenu la semaine dernière lorsque les habitants de Tori-Avamé étaient descendus dans une décharge d'incinération en feu pour prendre des produits avariés. Et ce n'est pas tout, des poursuites sont prévues. C'est en partie la substance du résumé du Conseil des ministres du 14 septembre 2016. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le Conseil a autorisé par ailleurs le ministre de la Justice et de la Législation à organiser les concours d'accès à ces 42 nouvelles charges. Deuxième dossier important, programme d'urgence de renforcement des infrastructures universitaires. Le Conseil a adopté un programme d'urgence pour le financement d'infrastructures et équipements prioritaires à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou et à l'Institut de Savalou. La mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire appelle des mesures d'urgence de renforcement des infrastructures et équipements pour la rentrée universitaire 2016-2017. Le drame d'Avamé est né, d'une part, d'un manquement professionnel sur la chaîne opérationnelle de l'activité d'incinération et d'autre part d'une violation des lois et règlements. Il ressort des premiers éléments d'analyse que l'opération est frauduleuse pour deux raisons. La première, le promoteur n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire pour l'exercice de cette activité. Deuxième raison, la procédure de destruction des produits avariés n'a pas été respectée et l'opération n'a pas été sécurisée à la mesure des risques potentiels. Ceci met donc en jeu des responsabilités à divers niveaux au regard de la complaisance et de la négligence relevées. Le Conseil a pris acte des sanctions administratives prononcées par les ministres suivants, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et le ministre chargé de l'Économie et des Finances. Sanctions administratives prononcées par ces trois ministres à l'encontre du commissaire de police de Toribo-Sito, du chef de brigade de la gendarmerie de Toribo-Sito et du chef dépôt douane. Ces trois agents ont été relevés de leurs fonctions. Enfin, à l'issue du Conseil et au titre des mesures individuelles, le général de brigade Laurent Amoussou est nommé chef d'état-major général des forces armées béninoises en remplacement du général de brigade Awal Naïmi, admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er octobre 2016.
À peine ces sanctions consécutives au drame de Toribo-Sito ont-elles été annoncées qu'elles suscitent déjà des réactions. Je vous propose de suivre quelques-unes recueillies ce matin par Antoinette Sagbo et Denis Maroya. La décision du gouvernement est louable. Moi, je suis pour, il faudrait sanctionner tous ceux qui sont fautifs, tous ceux qui n'ont pas rempli leur part de responsabilité en ce qui concerne cette situation. Il faut les sanctionner, quelle que soit la personne. Je peux dire que les sanctions prises, bon, elles ont été un peu exagérées parce que, est-ce que c'est la première fois que l'opération de destruction a eu lieu à Tori? Le travail n'a pas été fait. Bon, on doit le relever. Quand on limoge un chef de brigade pour le scandale de Tori, bon, moi je crois qu'il faut prendre le mal par la racine. Il y a un lieu d'incinération qui n'est même pas clôturé, qui est sans surveillance. Dans aucun pays du monde, il n'y a pas de telle légèreté. Même le chef d'État lui-même, il connaît la situation du port. On ne peut pas avoir un poste en laboratoire où n'importe qui fait rentrer des produits frelatés, des produits congelés. Il y a des hommes d'affaires qui font leur beurre sur le dos de la population. Le problème ne se limite pas au limogeage du chef de brigade Toribo-Sito. Certes, il a fait preuve d'une légèreté, mais le problème est plus profond que cela. Et je crois que le chef d'État n'a pas encore pris la mesure des défis qui l'attendent. Je pense que c'est tout le pays qui traverse une crise morale qui dépasse la crise économique. On a l'impression que le peuple a faim et les gens sont prêts à manger n'importe quoi. Voilà pour les ressentis. Éducation, c'était l'une des actualités brûlantes de ces derniers mois. Les faibles taux de réussite notés aux examens de 2016 dans le BPC, ces résultats auront sans conteste un impact sur l'année prochaine. Une situation que s'apprête à gérer les chefs d'établissement. Vous comprendrez pourquoi. Mais avant cela, on va passer à la loupe les mots de cet enseignement secondaire. Les résultats des examens nationaux au titre de l'année académique 2015-2016 ont révélé l'état critique du système éducatif béninois. Le taux de 16% enregistré au brevet d'études du premier cycle a lui permis d'exposer les difficultés de l'enseignement secondaire. Le 27 juillet, le père Crépin Akakovi, directeur de publication de la Croix du Bénin, exposait les résultats de son enquête sur les causes de ces échecs. L'incapacité de l'exécutif à construire assez de salles de classe et à fournir du matériel pédagogique adéquat. Au cours d'une séance de réflexion sur les performances du système éducatif le vendredi 2 septembre, Prière Adonang Bodé, inspecteur de l'enseignement secondaire, a révélé quelques facteurs inhérents à ce faible taux obtenu au BPC 2016. La qualité des ressources dont on dispose. Et je sais que ce problème-là est arrivé certainement à cause de la fermeture des écoles de formation. L'inspection n'a pas été présente sur le terrain comme il le faut, surtout vers les zones reculées. Michel Rodonon a quant à lui évoqué le 6 septembre 2016 lors d'un forum sur l'école béninoise d'autres causes. Première cause, c'est le contenu des programmes. Deuxième cause, c'est la pénurie d'enseignants. Il n'y a pas d'école sans enseignants. Après ce fort taux d'échec au BPC, 84%, les regards sont tournés vers la gestion de cette masse d'élèves redoublants. Mais pour Joseph Siméon, directeur du collège d'enseignement général de Bégamin, la reprise de la classe de 3e n'est pas systématique. L'enfant qui a été assidu tout au long de l'année scolaire, qui a réuni la moyenne de classe 10 pour passer en classe de seconde, il passe. Ce qu'il est, son BPC ou pas. Maintenant, s'il n'a pas les 10 de moyenne, il reprend la classe. Cependant, comme lui, les autres collèges sont souvent confrontés à des problèmes d'effectifs qu'ils essaient de régler, mais pas sans séquelles. À l'heure où je vous parle, mon collège doit des millions aux fournisseurs de tables bancs. On s'endette pour le faire et les subventions n'arrivent pas. La rentrée académique 2016-2017 enregistrera beaucoup d'inscriptions. Outre le recrutement d'enseignants qui s'impose et la construction de salles de classe, il faut que le nouveau gouvernement, le nouveau régime, pense vraiment à équiper les collèges en matériel de toute nature, que ce soit table banc, matériel pour le laboratoire, pour qu'on puisse savoir qu'à la rentrée là qui démarre, démarre effectivement sous de bonnes augures. Ces initiatives permettront sans doute d'enregistrer de meilleurs scores pour les prochains examens.
Formation accréditée par le CAMES, diplôme co-signé par l'État. Les thèmes ne manquent pas aux établissements de l'enseignement supérieur privé pour, vous le savez, donner de la visibilité à leur parchemin, au-delà des mots, MO, TS et des expressions que représentent réellement ces parchemins. Diplôme de l'enseignement supérieur privé, quelle valeur? C'est un sujet de Loris Frick-Davor, Cyril Agbo et Frédéric Fiossi. Le diplôme est une reconnaissance officielle d'un parcours de formation, matérialisé par un document. Le diplôme certifie l'acquisition de savoir et de compétences dans une spécialité professionnelle ou non. Le secteur de l'éducation béninoise est aussi animé par des écoles et universités privées qui viennent prêter main forte au service public. Quelle est alors la valeur des diplômes délivrés par les écoles et universités privées? Nous formons à ESAE par délégation du pouvoir d'État. Parce que c'est l'État, en fait, qui travaille avec nous et c'est sur cette base qu'on nous accorde, qu'on nous concède la possibilité de pouvoir faire les formations. Et lorsque nous finissons les formations, alors donc on transmet à l'État les diplômes sur la base des engagements, des cahiers de charges que nous avons signés. Et l'État vérifie sur pièce et signe les diplômes. La valeur des diplômes délivrés par les unités privées dépend de l'arsenal mis en place, dépend du respect des normes et principes qui régissent l'enseignement supérieur. Ces normes et principes sont déclinés à travers les programmes de formation, à travers la qualité des enseignants, à travers le dispositif d'accompagnement pédagogique. La valeur d'un diplôme ou d'une certification n'est pas seulement liée au contenu de la formation, aux compétences et au savoir acquis, mais aussi à la réputation de l'organisme, que dis-je, de l'école ou université qui le délivre. En parallèle, ces organismes deviennent des groupes d'éducation et de formation mêlant diplômes homologués par l'État, certification reconnue ou accréditation CAMES et ou partenariat avec des établissements étrangers. Les établissements privés d'enseignement supérieur existent tous, mais ne sont pas sur le même registre. Il y en a qui sont en règle absolue, réguliers, réglementaires avec l'autorité, donc avec l'État. Il y en a dont les filières sont homologuées. Il y en a qui ont les infrastructures, qui ont le personnel enseignant qu'il faut pour délivrer leur formation. Si on prend cette grande catégorie d'établissements privés, les diplômes qu'ils délivrent sont des diplômes parfaitement limpides. Parfaitement limpides en ce sens-là qu'ayant rempli toutes les conditions à la base, le gouvernement les accompagne sur tout le processus et puis à la fin, soit reconnaît leur diplôme pour ceux qui ont été délivrés juste avant juin 2011 ou co-signe pour ceux qui ont été délivrés à partir de juin 2011. Ça veut dire que ces diplômes ont la même valeur que les diplômes délivrés dans les universités publiques. Pendant que les entreprises recherchent les cadres et dirigeants diplômés des meilleures universités, écoles d'ingénieurs ou de commerce, certains promoteurs tardent à se conformer aux réglementations en vigueur. Actualité à l'étranger, les autorités de Burkina Faso devraient ouvrir bientôt le procès des auteurs présumés du coup d'État manqué de septembre 2015. C'est une annonce faite par le procureur militaire signalant que 85 personnes sont inculpées dans le cadre de cette procédure. On écoute maintenant quelques propos à ce sujet. La justice connaissait des difficultés, les juges d'instruction avaient des difficultés, il n'y avait pas de la coopération. Nous avons saisi des autorités de la place pour avoir des informations sur les forces même qui occupaient les places, sur les responsables. Cela ne nous a pas été communiqué. Il y avait un silence total. Mais au contraire, avec le travail de la commission, les langues se sont déliées. Avec le rapport de la commission d'enquête, nous avons reçu beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations et surtout le nom des responsables, des chefs, des auteurs, des co-auteurs, des complices, des commanditaires. Donc il y a des personnes qui sont identifiées comme pouvant être inculpées et je puis vous assurer que les juges le feront. Nous sommes aujourd'hui dans ce dossier à près de 2500 pages, 3000 pages. On a déjà une idée des choses et nous pensons que les choses iront très vite.
Si franchement d'ici décembre nous ne commençons pas le procès, nous sommes persuadés que dans ce dossier Push, en début janvier au plus tard, nous serons en mesure donc d'organiser donc ce procès. On le rappelle, en septembre 2015, un groupe de militaires burkinabés avait interrompu pendant quelques jours le processus de transition en cours au Burkina Faso et conduit par Michel Kafando. Le ministre gabonais de l'Intérieur s'est entretenu ce mercredi avec Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Le but officiel de cette visite de ce ministre à Ado est de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Elle intervient quand même dans un contexte post-électoral du Gabon marqué par des révélations faisant état de ce qu'un conseiller d'Ado a contribué à la démission de certains membres de la CENAP. On écoute un extrait d'interview. Je suis venu donc en Côte d'Ivoire à la demande de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État donc de la République gabonaise, pour apporter donc au président de Côte d'Ivoire les liens de fraternité qui ont toujours uni les peuples gabonais et les peuples ivoiriens. Ces personnes qui, travaillant pour leur propre compte, posant des actions pour leur propre compte, se sont retrouvés dans des activités au sein même du processus électoral gabonais. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a simplement pris des décisions, je pense, qui s'imposaient pour qu'il n'y ait pas de doute possible ni d'interprétation quelconque sur le fait que certaines de ces personnes travaillaient à la présidence de la République. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. Un bus transformé en salle informatique, l'expérience est en cours à Madagascar. Il permet de former les habitants du pays à la programmation informatique et vous allez le voir, les résultats de cette expérience sont plutôt remarquables. 2 fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis un an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs ou sinon il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans du côté des nouvelles technologies. Donc ils peuvent vraiment te prendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème. Ils peuvent aussi avec ça faire comme nous, vraiment faire la sensibilisation, apprendre aux autres comment c'est coder. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur. 500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Des cerveaux humains collectionnés à des fins scientifiques, non, vous ne rêvez pas. En Belgique, cela existe. Un hôpital psychiatrique les utilise pour ses études. Au sous-sol de cet hôpital psychiatrique flamand, une collection à faire froid dans le dos. Ici sont entreposés près de 3000 cerveaux humains, collectés pendant plus de 40 ans par un médecin anglais. Lobes frontaux, hippocampes, parfois un cerveau complet, un vrai trésor scientifique, selon le docteur Manuel Morans. C'est intéressant d'avoir cette collection et c'est assez impressionnant d'être entouré par tous ces cerveaux.
De nos jours en Belgique, c'est très difficile, voire impossible de se procurer les organes de patients après leur décès. Une collection démarrée en 1951 et qui a bien failli disparaître sous la pression foncière à Londres. Transférés in extremis en Belgique, ces cerveaux servent aujourd'hui à la recherche sur la dépression et la schizophrénie. Ces cerveaux ont été collectés dans les années 1950 et 60 auprès de patients qui n'avaient jamais été en contact avec ces médicaments, qui n'avaient jamais été soignés avec des agents pharmaceutiques. Grâce à eux, on va pouvoir enquêter sur des cerveaux de patients souffrant de troubles psychiatriques sans que les médicaments aient eu un impact. Et même après des décennies, certains cerveaux sont dans un état de conservation remarquable. Au laboratoire, des scientifiques analysent des échantillons au microscope à la recherche d'inflammation. Nous regardons si une inflammation du cerveau peut causer, aggraver ou influencer d'une manière ou d'une autre l'évolution de troubles psychiatriques. Des questions auxquelles ces scientifiques espèrent bien trouver une réponse dans les mois à venir. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.